Bonjour à toutes et à tous. Merci donc de participer à cette conférence de Futurapolis Santé qui va porter sur l'amélioration donc de notre système de santé. Comme vous le savez, c'est bien évidemment un enjeu majeur et pour la Fédération hospitalière de France, nous sommes non seulement tous concernés, mais également tous responsables de cette amélioration. Donc nous allons tout de suite vous en dire plus parce que j'ai le grand plaisir donc de recevoir un spécialiste du sujet, Monsieur Antoine Malone, directeur du projet Prospective, relations avec les milieux académiques et les think tanks. Monsieur Antoine Malone, vous travaillez donc sur la performance organisationnelle des hôpitaux, sur l'amélioration de notre système de santé. Donc je vous invite à prendre place. Et peut-être donc en première question, donc c'est vraiment un leitmotiv pour la Fédération hospitalière de France de dire nous sommes tous responsables de l'amélioration de notre système de santé. Pourquoi, en quelques mots? Oui, déjà, merci de l'invitation aujourd'hui. Effectivement, pourquoi tous responsables? C'est qu'en fait, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une évolution fondamentale dans les besoins de santé. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer vers un monde, effectivement, de pathologies chroniques, bien sûr avec le vieillissement de la population. Donc, on a une augmentation très, très, très importante des besoins de santé. Et on voit bien que l'hôpital, de par lui-même, n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout seul réussir à garder une population en santé. Et donc, c'est bien tous ensemble, et c'est à ce moment-là où chacun peut apporter une partie de la solution en travaillant ensemble. On voit bien qu'on doit aller vers un système qui travaille beaucoup plus vers la prévention, éviter que les gens deviennent malades. S'ils deviennent malades, éviter que leur état se dégrade. Et c'est à partir de ce moment-là où on se dit, mais dans le fond, tous partagent un bout de responsabilité dans cet objectif de maintien en santé d'une population. Donc, dorénavant, notre système de santé ne doit plus seulement chercher à guérir, mais il doit chercher à garder la population, les habitants, les résidents en santé. Et donc, quel est un petit peu, est-ce qu'on peut détailler le rôle de chaque acteur, peut-être en commençant par les élus, les collectivités locales? Est-ce que, par exemple, la prévention, ça relève de leurs compétences? En fait, la prévention relève de tout le monde et c'est une bonne question que vous pensez. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, cette notion qu'on appelle de responsabilité populationnelle? Eh bien, il s'agit déjà, il faut connaître, mais quelle est notre population? Et donc, ça veut dire qu'il faut partir d'un territoire et on va chercher tous ensemble à maintenir en santé la population de ce territoire. Maintenir en santé à partir de la prévention jusqu'aux personnes qui sont très, très, très malades. Et donc, à chaque étage, il va falloir travailler ensemble. On va construire ce qu'on appelle une pyramide des besoins de santé de notre population. Donc, qui sont les gens à risque? Qui sont les gens qui sont en début d'une pathologie? Qui sont les gens qui sont très malades? Et à chaque étage, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder ces gens en santé? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que les pathologies n'apparaissent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder le plus en santé possible une personne, par exemple, qui est en début de diabète? Et donc, c'est là qu'on commence à discuter tous ensemble en disant, mais comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si, par exemple, il faut faire, c'est purement hypothétique, mais s'il faut faire, disons, 3 examens du pied à chaque personne qui est en début de diabète, mais comment est-ce qu'on fait collectivement? Combien de gens dans notre territoire sont concernés? Qui doit le faire, comment on s'organise. Si on décide, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement ces jours-ci sur le terrain, dans 5 territoires, si on dit on va travailler vraiment de façon très proactive sur la prévention du diabète, eh bien, dans notre territoire, quelles sont les populations qui sont particulièrement à risque? Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut travailler? Et donc, c'est comme ça qu'on arrive sur des acteurs qui sont très largement dehors de l'hôpital. On voit bien que les facteurs de risque du diabète, c'est l'alimentation, ce sont les habitudes de vie, c'est le logement, ce sont les relations sociales. Et donc là, les collectivités, par exemple, ont un rôle très, très, très important à jouer. Si une personne dans sa vie quotidienne n'est pas qu'un diabète, c'est une personne qui a des habitudes de vie, qui habite quelque part, qui mange d'une certaine façon. Et si on n'est pas capable de travailler pour améliorer tout ça, eh bien, en fait, il y aura tout simplement beaucoup de difficultés à suivre le traitement. Et ça a été abondamment démontré que si on n'est pas capable de regarder une personne et de travailler avec une personne dans sa globalité et travailler avec elle, eh bien, l'efficacité purement médicale de l'intervention va être très limitée.
Et on va se retrouver avec des gens qui ont de la difficulté à suivre leur traitement et dont l'état va se dégrader. Et donc, on voit bien qu'on a, même du point de vue médical, on a impérativement besoin de tous ces acteurs qui, en fait, qui font une cité, qui font un espace où on vit en commun. On a besoin de tous ces acteurs pour être vraiment efficaces et ça permet à chacun de jouer son rôle. C'est-à-dire que une collectivité ne deviendra jamais un chirurgien, tout comme un hôpital ne deviendra jamais un spécialiste de l'intervention, disons, dans les quartiers plus défavorisés. On a besoin des deux. Et c'est cette logique d'interdépendance qui nous permet de travailler comme on le fait actuellement avec les collectivités. Alors, est-ce que vous avez cité 5 expérimentations, est-ce que vous pouvez nous les détailler un peu brièvement et quelle est un petit peu la taille des territoires? Parce que j'imagine que là aussi, c'est un critère important. Tout à fait. Donc, on a développé ce modèle de responsabilité populationnelle donc, qui est fait dès l'origine pour être reproductible, donc pour pouvoir être déployé dans tous les territoires. Et qui est fait aussi pour s'étendre à d'autres types de populations. Donc, dans 5 territoires, je vous dirais d'à peu près 250 000 habitants, donc les Deux-Sèvres, la Haute-Saône, dans le département du Nord, en Cornouailles et dans l'Aube, on va travailler avec tous les acteurs de santé de ces territoires avec leur échelon respectif. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certains types d'actions, on va travailler beaucoup avec les mairies, d'autres types d'actions avec les intercommunalités, avec les départements. Et ça permet à chaque fois, en utilisant à chaque fois les mêmes outils, les mêmes méthodes. Et donc, on est capable aujourd'hui, et ça a certainement été évoqué ce matin, d'utiliser massivement les données de santé pour connaître les besoins de santé d'une population. Et de dire, mais quelle est la population dans notre territoire, de quoi elle a l'air. Si on s'intéresse, disons, à la population atteinte ou à risque de diabète de type 2, il y en a combien? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment on organise la discussion. Et derrière, on peut développer toute une série d'actions qui sont différentes, évidemment, en fonction des territoires, ce qui est normal, puisque chaque territoire est différent, mais qui visent tout le même but. Et donc, on travaille, par exemple, aujourd'hui avec des communautés d'agglomération en entreprise, en disant, mais effectivement, les ouvriers, c'est une population qui est particulièrement à risque et des risques de santé particuliers. Et bien là, on va travailler avec la communauté d'agglomération pour mener des actions directement en entreprise. Dans d'autres endroits, avec les mairies, on a organisé des activités de sensibilisation, de prévention, de dépistage sur les marchés publics. Et donc, on vient avec la mairie, c'est le maire qui invite, on installe nos équipes et on peut même sortir l'hôpital de nos murs pour l'amener, envoyer des équipes complètes multidisciplinaires sur les marchés pour aller directement au contact des habitants, des résidents. Et comme ça, ils peuvent venir nous voir. On les convoque pas à l'hôpital avec un papier administratif. On va vraiment au-devant d'eux. Et derrière, ben, on peut les mettre. Est-ce qu'ils ont un médecin traitant, ces personnes-là? S'ils en ont un, bien sûr, on prévient le médecin traitant en disant, ben, vous savez, monsieur, madame, une telle, maintenant, elle est dans notre programme de responsabilité populationnelle. Voici ce qu'il faudrait faire, voici quels sont les numéros à appeler, voici comment on le suit, et ainsi de suite. Et donc, on voit, ce n'est pas le rôle de l'hôpital public d'organiser un marché. Ni d'organiser une entreprise. On a besoin de ces partenaires-là et les collectivités ont des leviers extrêmement puissant, extrêmement important pour garder une population en santé. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous demander, Antoine Malone, quel est votre secret? Parce qu'on entend souvent quand même que même entre les professionnels de santé, entre les hospitaliers, la ville, c'est un peu difficile de communiquer. Donc comment vous réussissez à fédérer autant d'acteurs? Est-ce que c'est cet objectif commun qui est vraiment apprécié? Tout à fait. C'est-à-dire que ça, effectivement, c'est un modèle où on passe la solidité du matériel qu'on va mobiliser, ce qu'on vise tous collectivement, ce maintien en santé de la population, donc ce qui nous permet d'avoir un objectif commun, de définir précisément la population sur laquelle on travaille avec les meilleurs critères scientifiques. Donc, c'est un modèle qui est élaboré, bien sûr, avec les sociétés savantes, avec le plus haut niveau de validité, beaucoup de transparence aussi sur la façon dont on produit les données. Et donc, il y a vraiment tout un enjeu dans le modèle de se créer une vision commune, partagée, de ce qui arrive sur notre territoire. Donc, en Haute-Saône, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la population disons, de personnes atteintes ou à risque de diabète? Quelles sont ses caractéristiques? Où est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on réussit bien dans tout ce qu'il faudrait faire pour garder cette population en santé? Qu'est-ce qu'on fait déjà de bien? Et en vérité, beaucoup de choses se font déjà. Là, l'enjeu, c'est bien sûr de mettre en réseau toutes ces actions qui existent et qu'il faut généraliser, qu'il faut systématiser, etc. Mais il y a aussi d'autres aspects où on n'est pas bon.
Et alors, comment on fait pour boucher les trous dans la raquette? Est-ce que telle ou telle action, tel ou tel médicament, telle ou telle prise en charge, est-ce que c'est fait de façon systématique? Sinon, pourquoi? Comment on s'organise? Comment on fait mieux circuler l'information? Et donc, c'est cette discussion très transparente. Et donc, c'est une discussion où d'ailleurs participent les habitants du territoire, au même titre que les diabétologues, que les représentants des collectivités, que les médecins libéraux, les pharmaciens, les infirmières. Les patients aussi participent à cette discussion qui est organisée pour que chacun puisse dire, dans le fond, comment est-ce que je vois ce problème, qu'est-ce que je peux apporter comme solution, qu'est-ce qu'on invente comme solution ensemble très pratique pour pouvoir avancer. Et la participation, effectivement, des patients dans ce modèle ou des résidents, ça a été, pour nos acteurs de santé dans les 5 territoires, ça a été vraiment une révélation. Parce qu'on ne demande pas aux patients de venir après en disant « Qu'est-ce que vous avez pensé de votre prise en charge? Qu'est-ce que vous avez pensé de ceci? » On fait travailler directement les citoyens à l'élaboration d'une stratégie de santé. Et comment on va s'organiser? Et là, j'ai une anecdote en tête, effectivement, qui va peut-être parler à certains. Il y a un système en France qu'on appelle les affections de longue durée, donc qui permet la prise en charge de toutes les dépenses liées à une pathologie. On n'avance pas les frais, en fait. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc, les gens n'ont rien à payer. Mais on remarque aussi que beaucoup de gens, par exemple, qui ont du diabète, ne font pas cette demande. Et ils ne demandent pas à entrer dans ce dispositif ALD. Et on se disait, et donc la réaction des médecins, c'est de dire, ah oui, mais bon, ils ne sont pas très disciplinés, ils n'écoutent pas, etc. Et en fait, dans un de ces groupes, dans un des territoires, il y avait quelqu'un qui était chauffeur routier et qui nous a dit, mais écoutez, si moi je déclare à mon assureur que je suis en affection de longue durée, il y a un risque très réel que je perde mon emploi. Et donc, on voit que ça change complètement la focale de comment est-ce qu'on réfléchit à l'enjeu, parce que cette personne-là, bien sûr, elle a droit à cette prise en charge. Elle a droit, on ne va pas arrêter de la soigner parce qu'elle veut conserver son travail. Et donc, quelles sont les solutions pratiques qu'on va trouver ensemble pour s'assurer que cette personne-là et toutes les personnes dans cette situation, elles aient accès aux meilleurs services, elles aient accès aux meilleures informations et elles aient accès aussi, bien sûr, à la prise en charge à laquelle ils ont droit. Et donc, vraiment, c'est je ne dirais pas cette confrontation de points de vue, mais cet assemblage de points de vue qui permet d'arriver à des solutions assez étonnantes et très efficaces, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'il y a des résultats que vous pouvez aujourd'hui partager avec nous? Et est-ce que l'expérimentation a pu se poursuivre malgré la crise sanitaire? C'est certain qu'évidemment, pendant le COVID, des opérations, disons, massives de dépistage du diabète ou d'information sur le diabète dans les marchés publics, il n'y en a pas eu énormément. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que dans les territoires qui travaillaient déjà avec cette méthode, donc aujourd'hui, on a construit le modèle autour de deux pathologies, le diabète et l'insuffisance cardiaque, mais dans les territoires où il y avait déjà cette habitude de travailler ensemble, où les acteurs se connaissaient déjà, où il y avait déjà la confiance qui était établie, eh bien, pendant l'épidémie de COVID, les relations étaient beaucoup plus fluides entre les acteurs. Les gens savaient où se trouver, les gens savaient où s'appeler, ils savaient qu'ils travaillaient bien. Et donc, ça a été, par exemple, pour monter les opérations de vaccination, extrêmement rapide, extrêmement fluide. Il y a eu plusieurs endroits où, par exemple, les services d'épidémiologie de l'hôpital organisaient des conférences en visio, bien entendu, chaque semaine, pour les médecins de ville, pour leur dire c'est quoi les dernières avancées, c'est quoi les dernières recommandations qui sont sorties du Haut Conseil de la santé publique, c'est quoi les dernières modalités de prise en charge. Et donc, ça, c'est toutes les habitudes de travail qui avaient été développées dans ce modèle de responsabilité populationnelle auparavant, mais qu'on a pu mobiliser pendant le COVID. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est évidemment les gens ont envie de faire autre chose, et tant mieux. Et là, on voit une reprise très, très, très rapide sur le terrain, donc avec des opérations un peu partout, justement, de sensibilisation, de dépistage. On a eu beaucoup d'opérations dans les grandes surfaces, donc on va aller dans les supermarchés, dans les hypermarchés, justement, organiser des stands, des activités d'information, des opérations avec les Restos du Cœur, avec les associations de patients, les épiceries solidaires. On l'a dit aussi en entreprise, qui est quelque chose qui marche très, très bien avec la médecine du travail, où là, on peut aller chercher un type de public particulièrement important pour nos deux pathologies, et aussi beaucoup de modifications pour l'hôpital lui-même. Donc, sans entrer trop dans la mécanique du fonctionnement hospitalier, mais on va développer beaucoup l'hospitalisation de jour, incluant en dehors de l'hôpital. Donc, ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est qu'on va envoyer, disons, il y a des maisons de santé
en ville qui vont nous dire, ben là, j'ai repéré un certain nombre de patients ou de personnes qui m'ont l'air vraiment complexes, qui cumulent plusieurs problèmes. On va être capable d'envoyer des équipes d'hospitalisation de jour à l'extérieur, dans ces maisons de santé, dans ces centres de santé, pour procéder à un bilan multidisciplinaire complet, une prise en charge complète des recommandations qui sont suivies après par le médecin traitant, par l'infirmière libérale qui intervient au domicile de cette personne. Et donc, on est capable aujourd'hui de sortir l'hôpital en dehors des murs de l'hôpital, ce qui est quelque chose qui est très intéressant et qui est possible maintenant de faire. Effectivement, et on se rend compte en vous écoutant que nous sommes tous concernés. Donc, est-ce que vous avez peut-être des questions ou des réactions sur ce projet, enfin, qui est plus qu'un projet d'ailleurs, de responsabilité populationnelle? Oui, il y a une question. Monsieur, le micro arrive vers vous. On vous entend, on vous écoute, pardon. Peut-être un petit souci de micro, si l'hôtesse peut juste voir ce qu'il en est. Et peut-être, voilà, parfait, on vous écoute, monsieur. Alors, je pense qu'il y a un petit souci de micro. Alors, le temps de le régler, peut-être... voilà, très bien. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai été étonné de la réflexion que vous avez faite par rapport à l'ALD. Je ne comprends pas bien comment une personne qui est en ALD peut perdre son emploi. On ne peut pas le virer de sa boîte parce qu'il est en ALD. Sans entrer trop dans les techniques, mais il y a certaines pathologies, par exemple, où il y a des risques de coma ou de perte de conscience. Et donc, dans certains métiers, ça peut être considéré comme, typiquement, un chauffeur routier qui tombe dans un coma diabétique pendant qu'il conduit. Et donc, là, ça cause des difficultés plutôt à l'embauche ou plutôt au renouvellement de contrats. C'est-à-dire que s'il fallait, et je ne dis pas que c'est quelque chose qui est avéré ou réel, je dis que c'était la crainte de cette personne. Donc, évidemment, un assureur ou l'assurance maladie ne va pas prévenir l'employeur qu'il y a le secret médical. Mais il y avait la crainte de cette personne de dire, si jamais ça se sait, parce que malgré tout, une fois qu'on est en ALD, je ne dis pas encore une fois que c'est fondé, hein. Je vous dis la crainte qui motivait son comportement. Parce qu'une fois qu'on est en ALD, après, beaucoup de gens le savent, le pharmacien, le médecin, l'hôpital le sait, l'assureur le sait, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Donc lui, sa crainte, c'était ça. Il dit, je ne souhaite pas. Et c'est des retours qu'on a eus. D'ailleurs, là, c'est un cas qu'on a vu in situ. Mais ce qu'on voit dans les études sur pourquoi est-ce que tous les gens qui sont en affection de longue durée ne se déclarent pas en affection de longue durée, une des craintes principales qui revient, c'est justement des craintes liées au travail. En disant, si ça se sait, et il y a certaines professions, je pense, dans la réglementation, mais là, je suis très prudent, mais je crois qu'il y a certaines professions même qui sont interdites pour certaines ALD. Hein. Donc, ça, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Merci beaucoup. Antoine Malone, on arrive déjà presque au bout de notre échange qui était passionnant. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on peut généraliser cette expérimentation et sur quelle pathologie vous envisageriez de travailler dans les mois à venir? Effectivement, le modèle est fait pour être, donc on a développé le modèle entier pour le diabète et l'insuffisance cardiaque avec tous les outils nécessaires. Le modèle est fait, par exemple, on commence à engager des travaux qui sont différents sur les personnes âgées. Donc là, ce n'est pas une pathologie, mais bien de se dire comment est-ce qu'on peut concevoir un programme qui viserait à garder les personnes âgées dans le meilleur état de santé possible, dans le plus autonome possible. Donc ça, c'est faisable. On a commencé le travail là-dessus. Le modèle est fait, la méthodologie est faite pour être généralisable. Donc aujourd'hui, un territoire qui souhaiterait se lancer dans un programme de responsabilité populationnelle, je dis aujourd'hui, mais disons dans 2 mois, pourrait le faire. Après, si on dit, allez, on va être sérieux et on va transformer notre système de santé pour qu'il corresponde à ça, là, ça demanderait peut-être un petit coup de pouce des autorités politiques. Bien entendu, le modèle est suivi de très près par les autorités. Ça se fait dans le cadre d'une expérimentation nationale aussi. Mais le modèle, ce qu'on voit, c'est que dans 5 territoires quand même qui sont éloignés de 1000 km, donc entre la Bretagne et la Haute-Saône, c'est assez loin, on a une réaction à chaque fois très, 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 très forte de tous les participants et qui y vont de façon enthousiaste et qui ont le sentiment
de bien travailler, de faire un bon boulot. Et ça, quand même, ça rend assez optimiste par rapport à l'avenir d'un modèle de ce type-là. C'est-à-dire qu'il correspond aux attentes des professionnels, des acteurs de santé et des résidents eux-mêmes. Eh bien, Antoine Malone, merci beaucoup de nous avoir fait partager cet optimisme et on va suivre de très près donc, cette expérimentation et on a bien retenu le message donc, de la responsabilité populationnelle. Un grand merci à vous, on vous applaudit et je propose donc que l'on se retrouve dans quelques minutes avec notre conférence suivante donc, qui va porter sur Mon Hosto Écolo. À tout de suite, merci encore.